Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici ce matin. D'ailleurs, on répète un peu un événement qu'on a fait un peu semblable en 2019. Donc, je suis Bernard Généreux. Je suis originaire de la Pocatière, mais demeurant à Saint-Roch-des-Aunais, donc dans Chaudière-Appalaches maintenant. Je suis entrepreneur. Je suis propriétaire de Base 132, qui est une entreprise de communication à la Pocatière, mais on a le bureau à Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, avec une 25-30 employés. Là, ça dépend, c'est un peu variable. Mais et je suis aussi, bien sûr, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, député fédéral depuis 2015, et avec un léger passage de 2009 à 2011. Donc, maintenant, 7 ans et demi député. C'est que le premier sujet qui est revenu beaucoup dans le milieu communautaire, les gens disaient l'urgence climatique et environnement, c'est le souci. Le souci, je pense que c'est pan-canadien dans le moment. Là, En fait, c'est mondial. Ce n'est pas mondial. uniquement pan-canadien, c'est mondial. C'est effectivement, l'urgence climatique existe et nous, contrairement à ce que plusieurs nous accordent comme position, le Parti conservateur, on acquiesce au fait que le changement climatique existe. D'ailleurs, la proposition qui a été rejetée lors de notre congrès du mois d'avril dernier avait été adoptée. C'était exactement le même libellé de proposition qui avait été adopté à Halifax il y a 2 ans. Et même avant ça, où il y avait eu d'autres dépositions qui avaient été faites de la part du Parti conservateur, à savoir qu'évidemment, les changements climatiques existaient. Donc, on ne nie pas, bien au contraire. Et on ne les nie pas tellement qu'on a déposé notre plan environnemental au mois d'avril dernier. On n'a pas attendu la campagne électorale. Plan dans lequel nous allons respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire de réduire les gaz à effet de serre de 30 par rapport à 2005. Pourquoi on a gardé les mêmes cibles qui étaient déjà là et que M. Trudeau a changé ce printemps dernier pour les monter à 45 quand on sait qu'actuellement, après 6 ans au pouvoir, les libéraux, les gaz à effet de serre ont augmenté sous leur gouverne ici au Canada. Donc, on a encore du travail à faire, ça c'est évident. Maintenant, je pense que nous, on est des gens qui sont pragmatiques et on veut mettre des choses très, très simples à accomplir pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Entre autres, on est tout à fait d'accord avec l'électrification des transports et notre chef Erin O'Toole a annoncé hier des investissements en infrastructure et la grande majorité de ces investissements-là sont des investissements pour améliorer le transport en commun dans les grandes villes à travers le Canada, dont Vancouver et à Calgary, entre autres. Donc, on a une préoccupation très importante et les gestes que nous voulons poser sont des gestes concrets et non pas uniquement des promesses. Je n'ai pas besoin de vous rappeler celle de M. Trudeau de planter 2 milliards d'arbres puis qu'il n'y en a pas un de planté encore. Alors, on ne changera pas le climat en donnant des belles grandes paroles et en faisant des belles grandes promesses, mais ne les réalisant pas. Alors, nous sommes des gens qui on fait des promesses et on les respecte et on les met en place. Ceci dit, il est certain que l'environnement, ce n'est pas une affaire uniquement du gouvernement ou des gouvernements. Pour plusieurs, peut-être ne le savent pas, j'ai été maire de Ville-la-Pocatière de 2005 à 2009. Et à ce moment-là, nous avons implanté, parce que le gouvernement du Québec avait mis en place une politique d'implantation des bacs bruns. Et on était en 2005, donc il y a 16 ans passés. Et à ce moment-là, on disait qu'en 2020, l'ensemble du Québec aurait des bacs bruns. On est rendu en 2021, c'est toujours pas le cas. Il n'y en a pas à Saint-Roch-des-Aunais, il n'y en a pas à Saint-Jean-Port-Joli, je pense. En tout cas, je ne pense pas, à ma connaissance. Il n'y en a pas à Montmagny. En tout cas, il y a encore plusieurs communautés qui n'en ont pas. Quand je suis arrivé comme maire de la Pocatière, c'est la première chose que j'ai faite. Avec l'installation des écocentres. La MRC de Kamouraska n'avait pas les sous pour le faire. C'est la ville de la Pocatière qui les a financés pour installer les écocentres. Et les bacs bruns ont été implantés en 2006 sous ma gouverne à la Pocatière parce qu'on sait que les bacs bruns, la matière pétricide représente 60 des matières dans un sac de vidange. Et c'est le poids le plus important aussi d'un sac de vidange. Et évidemment, la CEMER a été créée à Rivière-du-Loup sous le gouvernement conservateur aussi, avec des subventions qui leur ont été données à ce moment-là, de façon à pouvoir récupérer. Le problème, c'est que les municipalités ne voulant pas taxer, parce que la responsabilité, elle ne peut pas être au fédéral ou au municipal, elle doit être aussi, c'est-à-dire au fédéral ou au provincial, elle doit être aussi au municipal de prendre le leadership pour s'assurer que l'implantation de ces choses-là se fasse. Et je ne suis pas en train d'accuser personne. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir pour qu'on puisse régler une fois pour toutes les changements climatiques, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient incluant nous-mêmes en tant qu'individus.
Donc, il faut qu'on soit tous conscients des efforts qu'on doit faire. Donc, en ne voulant pas taxer les citoyens, les bacs bruns n'ont pas été implantés dans l'ensemble des municipalités. Donc, c'est une façon pour nous. Nous, on pense que ça doit être fait aussi au niveau municipal. C'est pour cette raison-là qu'on va aussi aider la Fédération canadienne des municipalités pour l'implantation de genre de politiques comme ça, pour réaliser l'implantation des bacs bruns à travers le Québec. Parce que c'est vraiment là où le bas blesse actuellement. Et on a donné là, on est rendu en 2025 au gouvernement du Québec pour implanter les bacs bruns. Alors, ce n'est qu'un exemple. Il faut que les babines suivent les bottines. Et moi, je vous dis, au fédéral, nous avons des éléments très, très concrets que nous voulons mettre en place pour s'assurer qu'on va améliorer les changements climatiques. Puis, évidemment, améliorer, c'est-à-dire la baisse, particulièrement, c'est le point central, la baisse des gaz à effet de serre au Canada. Est-ce que ça peut se concrétiser de quelle façon dans le comté ici? Bon, en fait, je pense qu'on doit travailler tout le monde ensemble. On est un gouvernement, ou on veut être un gouvernement, un futur gouvernement de partenariat. Notre intention est de travailler avec le gouvernement du Québec, bien sûr, mais avec l'ensemble des municipalités. On n'est pas paternaliste comme les libéraux. On a l'intention de travailler en collaboration avec l'ensemble des gouvernements provinciaux et municipaux. C'est ce qu'on a fait dans le passé d'ailleurs, et on va continuer à vouloir le faire. M. Trudeau a l'intention tout le temps de vouloir prendre les rênes ou essayer d'implanter des éléments où ce sera avec des conditions, ce sera le fédéral qui va décider comment ça va fonctionner. On est capable, on est assez grand dans nos régions pour être capable de décider comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, je vois Isabelle là-bas. Il faudrait aller au micro. On va au micro, on se nomme et on nomme l'organisme duquel on vient. Bon, Isabelle Potvin, je suis pour la Jardilec ici. Bonjour, M. Généreux. Vous parlez de l'impact sur l'environnement des citoyens, mais le Parti conservateur a quoi comme plan pour vraiment faire un impact? On sait que le travail des citoyens, ce n'est qu'une infime partie. Je n'ai pas compris la fin de ta question. Tu dis que l'impact des citoyens, ce n'est qu'un élément? Ce n'est qu'une infime partie. Oui, oui. Là. En fait, on va mettre en place des politiques pour aider justement les citoyens à faire mieux au niveau environnemental. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Premièrement, l'électrification des transports. Nous avons dit que nous allions mettre 1 milliard de dollars pour aider les personnes qui vont vouloir acquérir des automobiles électriques comme c'est actuellement. Donc, on ne niera pas ces politiques-là, on va les continuer et on va même les augmenter. Je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle par rapport à l'environnement aussi. Je demeure, moi, sur le bord du fleuve à Saint-Roch-des-Aunais. Je nettoie ma plage toutes les semaines. Je vais faire un tour, je ramasse tous les plastiques qui traînent. On peut tous poser des gestes. Et je pense que la CDC, par ailleurs, est une organisation très bien implantée dans son milieu et elle aide les gens aussi à faire de l'éducation. Et je vais utiliser le mot éducation. Pour moi, c'est important. Parce que M. Blanchette a dit qu'on était condescendant en utilisant le mot éducation et de vouloir éduquer les gens. Sincèrement, si l'éducation est condescendante, je ne sais pas dans quel pays on s'en va, là, sérieusement, l'éducation est fondamentale. On doit permettre, par la formation, par l'éducation des gens, comment on va changer. Puis je vais te donner un exemple très simple. Je parlais des bacs bruns tantôt, à Rivière-du-Loup. Ils ramassent des barres de fer dans les bacs bruns. François Lapointe est très bien placé pour vous en parler. Il a travaillé à la Coeco dans les dernières années. On a beaucoup d'éducation et de formation à faire auprès des citoyens pour poser les bons gestes. Parce que quand une barre d'affaires arrive dans la SEMER, à l'autre bout, dans les équipements, là, oubliez ça, ça vient de coûter des dizaines de milliers de dollars en réparation pour les équipements. Alors, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse pour apprendre aux gens comment bien faire les choses au niveau environnemental. Tous ces petits gestes-là font toute la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de Zoom, Claire? Je suis directeur général de transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Donc, qu'est-ce qu'un gouvernement conservateur pourrait faire pour aider les organismes comme le nôtre? Alors, on est capable de reconnaître que nos adversaires politiques peuvent faire des bonnes choses aussi en environnement ou dans tout autre domaine par ailleurs. Le gouvernement libéral a mis en place un projet pilote de 250 millions qui va être, je pense qu'il vient juste d'être mis en place concernant le transport en milieu rural. Donc, on va continuer ce projet pilote-là.
de façon à pouvoir, puis je vais m'assurer, moi, personnellement, que dans ma région, on va aller chercher le maximum, comme je fais avec l'ensemble de tous les organismes, que ce soit les personnes âgées au niveau de nouveaux horizons par ailleurs, comme par exemple. Mais tous ces nouveaux projets-là qui arrivent sont des projets très intéressants pour aider justement des organisations comme la vôtre. Puis il faut absolument que ce soit un OBNL. Donc, c'est la plupart ici dans la région, c'est presque tous des OBNL, si je ne m'abuse, là. Donc, ils pourront avoir accès à ces fonds-là ou dans ce projet pilote-là pour le transport collectif régional. Mais ça, c'est un exemple. Et je suis capable de reconnaître qu'il y a des choses qui ont bien été faites par les libéraux, comme par d'autres gouvernements par ailleurs avant nous ou avant ceux qui sont là actuellement. Mais l'idée, c'est d'amasser l'ensemble des meilleures idées que tout le monde, parce qu'on a tendance à nous taxer, nous, les conservateurs, de très mauvais joueurs en niveau environnemental, ce qui est très faux, puisque la seule fois où il y a, dans les 25 dernières années, où il y a une baisse des gaz à effet de serre, c'est sous un gouvernement conservateur. Donc, on est capable de faire des choses aussi également, ne pas étiqueter les autres, de dire qu'ils sont ci ou qu'ils sont ça, mais de dire qu'on est capable de travailler pour l'avenir et de faire des efforts tout le monde ensemble. Moi, c'est ce que je préconise. Mon chef préconise la même chose. D'ailleurs, vous vérifierez ses politiques. Vous aurez l'occasion de le voir ce soir en débat. Je pense qu'on est en train de faire un recentrage de notre parti politique. Ça inclut les gestes pour l'environnement et on est capable de reconnaître que des partis politiques d'autres partis politiques ont fait des bonnes politiques, dont ce projet-là pour le transport en commun dans les régions rurales particulièrement. Merci. S'il y a d'autres questions, Claire Jacquelin. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'autre sujet maintenant. Égalité des chances. On sait que les femmes sont moins bien payées que les hommes, que les personnes retraitées souvent arrivent difficilement à rejoindre les deux bouts. En éducation aussi, la question c'est pas accessible à tout le monde. Je disais une étude de l'Université Laval hier, justement, où en médecine, ce sont principalement des gens dont les parents gagnaient 150 000 et plus par année qui sont là. C'est que ceux qui sont en bas de ça, il n'y en avait pas beaucoup. C'est que qu'est-ce que Bernard Généreux, le candidat, ou le Parti conservateur peuvent faire pour aider les femmes à avoir un meilleur équilibre de revenus? Je suis très heureux de répondre à cette question-là. Premièrement, je pense que la pandémie a été extrêmement difficile pour tout le monde, particulièrement pour les femmes. Et nous avons, on a vu là, depuis le début de l'année 14 ou 15 féminicides là, qui se sont produits sur le territoire du Québec uniquement. Et on a l'intention, je vais parler de plusieurs volets, là, mais je vais commencer avec celui-là. On a l'intention, d'ailleurs, mon collègue Jean Gourde a déposé un projet de loi qui était un projet similaire à celui déposé au Sénat par Pierre-Hugues Boisvenu concernant la violence faite aux femmes, et particulièrement la violence faite aux femmes par des récidivistes ou des gens qui ont été incarcérés et qui sont libérés et qui souvent, puis dans le cas des 15 ou 14 là, qui ont eu lieu depuis le début de l'année, c'est presque tous le même pattern, là. Ils vont revoir leurs ex-conjointes, puis ils ne sont pas en mesure de se protéger. Donc, dans ces projets de loi-là, il y a par exemple, le bracelet électronique qui ferait que les gens porteraient ce bracelet électronique-là, qui ferait que la dame en question pourrait savoir si la personne s'approche d'elle. Donc, et les policiers aussi également. Donc, il y a une mesure de protection très, très importante dans ça. Et je vais vous dire, moi, j'ai été à même de constater dans la dernière année et demie les problématiques vécues par les femmes de très près, parce qu'on a été très près de l'ensemble de la population dans les services que nous avons eu à offrir. Et encore dernièrement, je suis témoin de situations fort désagréables. Donc, il y a inévitablement, puis le Parti conservateur a toujours été le parti des victimes et non pas des agresseurs. Et je peux vous dire une chose, on va continuer à mettre des choses en place pour garantir la sécurité des femmes. Au niveau économique, bien sûr, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement pour permettre aux femmes d'accéder au marché du travail, de faire en sorte qu'elles puissent retourner sur le marché du travail, mais aussi, évidemment, puis de soutenir l'ensemble des communautés comme les vôtres. J'entends la communauté de la CDC de Montmagny, tout comme celle du Kamouraska et de Lillet, et c'est-à-dire de Rivière-du-Loup, par le biais de subventions ou d'aides directement faites à vos organismes. D'ailleurs, on a un plan pour la santé mentale extrêmement détaillé pour aider justement, parce que la santé mentale qui n'est pas particulièrement dans
dans votre horaire du jour, mais qui est quelque chose d'extrêmement important à mon égard parce que, encore une fois, je l'ai vu dans la dernière année et demie avec toute mon équipe. On a eu à répondre à des situations extrêmement difficiles que les personnes vivaient et les organisations comme les vôtres sont des organisations extrêmement importantes. Et je me souviens, il y a 25 ans, quand on commençait, puis parce que j'étais maire, j'étais dans la MRC, etc., il y a 15 ans passés, 16 ans passés, ça commençait, l'implantation de ces organismes-là, comme la CDC et comme différents autres organismes communautaires, et on ne prenait pas la mesure véritable de l'importance que vous aviez. Et aujourd'hui, par contre, on l'a et on la connaît, cette importance-là, et on la reconnaît. Donc, vous offrez des services, puis là, on parle des centres femmes, des femmes violentées, etc. Donc, c'est des organismes qu'on veut aider directement par des projets ou des subventions qui seront disponibles à tous ces organismes-là. Donc, je peux vous garantir une chose, moi j'ai le cœur gros comme le monde, mais il y a des endroits, des moments où c'est difficile d'arriver à être capable de répondre à des demandes très particulières. C'est pour ça que nous, comme députés ou comme agents de représentants fédéraux, on doit et on peut et on espère compter sur vous pour être capable d'offrir des services directement à la population par le biais de vos organisations. Donc ça, je vais vous dire, moi je l'ai vécu extrêmement difficile, la COVID-19. Notre rôle comme député, c'est d'aller voir les gens, c'est d'aller vers les gens. Et on n'a pas été capable de le faire. Et de ne pas être capable d'accomplir le rôle pour lequel on est payé, puis on est là qu'on a été élu, je vais vous dire, c'est extrêmement difficile. Mais moi, j'ai pu compter, puis tu l'as dit tout à l'heure, on a travaillé très, très fort les uns avec les autres là, pour aider les gens, la population. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire, mais ça a été dans un contexte qui n'a pas été facile. Mais on a réussi, je pense, à limiter les dégâts dans une certaine mesure. Mais on va continuer à être là pour vous autres et on va continuer à vous aider pour être capable d'offrir des services, particulièrement aux moins nantis de la société. Il y a juste un petit point. L'éducation, souvent, les jeunes n'ont pas accès. Ils ont le droit d'y aller, mais ils n'ont pas souvent le financement pour se rendre à des études supérieures. Ouais. C'est très difficile, surtout quand on pense ici en région, partir de Saint-Pamphile puis aller s'établir le logement à Montréal, alors qu'on sait que juste le logement à Montréal, c'est un prix fou. Là. C'est absolument. Tu as raison. Les jeunes n'ont pas beaucoup de chance. Sauf que la réalité maintenant, puis la COVID, bon, dans toute menace, il y a des opportunités. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a saisi autant dans les entreprises, parce que je suis entrepreneur moi-même. Là, on est obligé de s'adapter extrêmement rapidement. Et ça a fait en sorte qu'on a réalisé que de travailler à distance ou d'étudier à distance, c'est possible. Et d'ailleurs, on a été forcé à le faire. Mais sans être forcé à le faire, ça peut être un choix de demeurer en région. D'ailleurs, il y a un retour en région actuellement de plusieurs personnes qui vivent en ville, qui sont écœurées de vivre dans les cônes oranges et dans les lumières. Donc, ils s'en viennent dans nos régions, achètent les maisons. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'achats de maisons dans la région. Il n'y a plus de maisons à vendre ou presque dans la région. Donc, c'est un retour dans nos régions, puis on est fort heureux de ça, de gens qui ont de l'expérience, mais qui aussi peuvent ou bien continuer leurs études à distance ou travailler à distance. Donc, ça vient renforcer nos communautés dans une certaine mesure, mais d'être capable de travailler à distance, bien, en passant l'éducation, là, c'est une compétence provinciale et notre intention est de respecter les compétences provinciales, contrairement à d'autres partis politiques qui voudraient en faire toujours des conditions, particulièrement pour le Québec. Donc, on va respecter ces compétences-là. Mais si on est capable de faire plus pour aider les jeunes et aider tout le monde qui voudrait retourner au marché du travail, d'ailleurs, ça sera possible de le faire. Puis, dans notre plan économique qu'on a dévoilé il y a 2 jours, on va permettre aux entreprises, parce que ça veut dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu contigu à ça. On va permettre aux employeurs, parce qu'on va virer le sablier de bord, là, au lieu de payer les gens avec la PCU ou la PCRE à rester à rien faire à la maison, parce qu'il y a comme 125 000 personnes actuellement qui sont sur la PCRE. La PCU étant terminée, il en demeure pour moi qu'il y a plus de 125 000 emplois disponibles au Québec actuellement. Donc, il y a du travail. Ce qui est important, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir avoir accès à cette main-d'œuvre-là, de les réintégrer dans les entreprises. Et nous allons payer 50 % du salaire aux entreprises pour être capables de former ces gens-là en entreprise. Mais on a toutes sortes d'actions qui peuvent être prises et qu'on va prendre, évidemment, en collaboration, encore une fois, et non pas en imposant des conditions au gouvernement du Québec pour améliorer la condition d'éducation pour l'ensemble de la population. Merci.
Est-ce que soit dans la salle, sur Zoom ou par Facebook, il y aurait des questions sur le sujet? Oui. Rachel Germain de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB. Alors, pour les personnes handicapées que je représente via les organismes du KRTB, on sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés, surtout toujours, mais en fait, pendant la COVID, ça s'est encore plus avéré là, réaliste. L'accès à l'information pour les personnes handicapées. On parle tantôt d'accès, de favoriser l'éducation pour tous, favoriser l'éducation pour les personnes handicapées qui n'ont pas nécessairement la facilité avec Zoom, avec les technologies d'aujourd'hui. Comment on peut essayer de valoriser aussi leur intégration puis leur compréhension de l'information qui circule. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. Il y a le programme Famille branchée. Il y a déjà eu une pétition qui a circulé à ce niveau-là. Peut-être le bonifier ou le réfléchir, en fait, comment on peut rejoindre les personnes handicapées qui n'ont pas accès facilement à cette technologie aussi, là, sans avoir nécessairement de revenus là, plus bas que la moyenne. Là. Mais bref, si c'était possible, je ne sais pas c'est quoi vos engagements face à... En fait, pour les personnes handicapées, on a dans notre programme actuel, on a une augmentation du crédit pour l'accessibilité. Donc, quelqu'un veut installer un ascenseur ou une rampe d'accès, etc. Il y a un crédit d'impôt qui existe déjà d'une valeur de 10 000 $. Donc, c'est un crédit d'impôt qui n'est pas remboursable, mais si vous payez de l'impôt, vous allez avoir 10 000 $ d'impôt à rembourser parce que moi, je sais que ça coûte très cher d'installer ces choses-là. On le monte à 20 000 $. Donc, c'est un des éléments qui est dans notre programme. Pour ce que vous dites exactement, moi, je connais beaucoup d'organisations qui sont sur le territoire et qui vont chercher des sous, par exemple, les fermières, les clubs d'âge d'or, toutes sortes d'organisations qui vont chercher des sommes qui sont de l'ordre de 25 000 $ maximum dans Nouveaux Horizons et qui donnent, plusieurs dans la dernière année, particulièrement dans la dernière année et demie, dans le programme, ils ont accès à l'achat de tablettes, donc d'être capable d'aller faire de la formation auprès de leurs membres. Est-ce que ça peut être le cas pour vous aussi? Il faudrait vérifier. Je suis convaincu que vous êtes admissible pour aller chercher des sommes dans Nouveaux Horizons, pour être capable d'aller chercher des tablettes et de faire de la formation auprès de vos membres. Alors, ça pourrait être une idée. On pourrait travailler là-dessus ensemble si vous voulez. Moi, je n'ai pas la science infuse à savoir quels sont tous les programmes et quels sont tous les éléments par rapport à ça. Mais une chose est certaine, c'est que vous pouvez compter sur moi à chaque question qui m'est posée ou à chaque intervention qui m'est amenée, on trouve une solution. Et on trouve, en tout cas, où on développe des solutions. Et on a eu à le faire dans la dernière année, je pense à plusieurs reprises, et on a fait en sorte de trouver des solutions pour les gens qui avaient des problèmes. Au niveau des handicapés, c'est sûr et certain que je porte un regard particulier pour ces gens-là. J'en rencontre régulièrement des personnes, je vais les voir chez eux dans la majorité des cas, parce que ça demeure encore aujourd'hui très difficile de se déplacer, malgré que les transports collectifs font un excellent travail. Il n'en demeure pas moins que pour moi, ma priorité, c'est d'aller les voir chez eux pour aller voir, constater c'est quoi les problématiques. Et encore la semaine dernière, j'ai invité des gens de certaines organisations à aller voir une personne qui avait une problématique très particulière. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera le fédéral, le provincial, le municipal qui va le régler, mais dans le communautaire, encore une fois, nous, notre objectif, c'est de vous aider à pouvoir aider ces gens-là. Une petite question concernant l'emploi, pour l'intégration et la facilité aussi d'intégrer les personnes handicapées à l'emploi. Est-ce que vous avez des intentions particulières? En fait, je voudrais avoir toutes les meilleures intentions du monde. Encore une fois, on pourrait se parler pour voir qu'est-ce que vous faites, ce dont vous faites la promotion auprès des instances. Puis ça va me faire plaisir d'être à l'écoute des besoins que vous voudrez avoir. J'ai rencontré la semaine dernière, en faisant du porte-à-porte, un jeune qui, il y a quelques années, en fait plusieurs années, il était dans une organisation à but non lucratif pour faire c'est pas du bénévolat, il était rémunéré un petit peu par certains programmes, mais aujourd'hui, il est retourné aux études et aujourd'hui, il est à l'emploi chez Technion à Saint-Montmagny. Donc, il a réussi à intégrer le marché du travail avec beaucoup de persévérance, j'en dirais, mais je l'ai toujours accompagné, j'ai offert en tout cas, je suis allé le voir à plusieurs reprises, je l'ai encouragé. Vous savez, le rôle d'un député, c'est pas d'arriver avec une solution magique tout le temps, mais d'être là, présent, en tant qu'humain, puis en tant que dire comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider. J'ai un réseau de contacts extrêmement développé et je le mets à contribution à autant de jeunes entrepreneurs qui veulent se partir en affaires, autant de personnes handicapées qui veulent se trouver des emplois. Puis on a des organisations comme Montmagny, là, j'oublie le nom, Formaca, qui engagent ces gens-là dans la plupart des cas. Puis il y a un coup qui sont là, souvent ils prennent l'expérience, sont capables d'aller chercher des emplois ailleurs. Donc c'est comme un tremplin dans le fond. Donc moi, encore une fois, je réponds à tout le monde qui m'interpelle, pour quelle que soit la raison. Et on essaie toujours de trouver des solutions ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vois François. Attendez, Juste avant, François, peux-tu te présenter?
Il y a une question par Zoom. Vas-y, Claire J'ai une Jacquelin. question dans le live et j'ai une question dans le Zoom. Donc, je vais la poser, celle du live. Donc, les places en garderie, le Québec a son modèle et le PCC, Parti conservateur, propose un tout autre modèle. Quelle est la position de M. Généreux sur le sujet? Bien, la position est la même de mon parti. Ce qu'on veut, vous savez qu'au Québec, on a un système de garderie qui est formidable. Et on a bien l'intention de continuer à travailler avec le gouvernement du Québec pour continuer à le développer. L'entente que le gouvernement fédéral a signée avec le Québec est un sans condition. On va revérifier cette entente-là pour voir si on peut la continuer à mettre en place. Mais notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que les mères de famille puissent déposer de l'argent qu'elles ont besoin pour prendre les décisions qui leur appartiennent dans les plus brefs délais. Ouvrir une garderie au Québec, ça prend 5 ans. Alors qu'on a beau mettre tout l'argent du monde, là, puis c'est le ministre Mathieu, j'oublie son nom de famille, là, le ministre de la famille actuelle qui disait qu'il y avait comme 40 permis que ça prenait pour aller développer une garderie quelque part. Là, il a ouvert la porte à permettre à des municipalités de prendre des locaux déjà existants pour les transformer en garderie temporairement. Écoutez, j'ai travaillé avec les gens de ma place au travail, je leur ai fait rencontrer mon chef. Nous avons une approche qui est différente de celle des libéraux et on est fiers de notre approche, mais ça peut être, il n'y a rien qui empêche que nous travaillerons évidemment avec le gouvernement du Québec pour continuer à développer le réseau de garderies au Québec. Il y avait une question par Zoom aussi, je pense, Claire. Oui, il y a une question par Zoom, ça ne sera pas long. Merci beaucoup. Alors, je serais curieux de savoir si vous connaissez l'existence de l'Alliance Revenu de base région de l'Est. Et puis, puis aussi, quel est sauf erreur, le Parti conservateur n'a jamais mentionné nulle part que je sache le revenu de base, soit pour, soit contre. Alors, je voudrais savoir, premièrement, si vous connaissez l'Alliance, si vous connaissez ce regroupement-là, et quelle est la position du parti sur le revenu de base, si jamais il y en avait une position. Merci. Alors, M. Gosselin, j'ai bien compris, c'est M. Gosselin. Non, malheureusement, je ne connais pas votre association. Pour ce qui est du revenu de base, il existe déjà pour les personnes âgées, particulièrement un revenu de base au Canada, et qui est d'à peu près 18 000 avec la pension, plus les suppléments du revenu pour ceux et celles qui ne peuvent pas y avoir accès. Donc, je pense ce que vous entendez comme revenu de base, c'est un revenu de base universel, puis je pense qu'il était prôné par le NPD d'avoir quelque chose comme 25 000 là. Le Parti conservateur a toujours été une approche qui était individuelle dans le sens d'avoir, de prendre sa responsabilité de générer les revenus qu'on a besoin pour vivre dans la vie et de faire en sorte d'aider les gens, justement, en baissant les prix, par exemple, de la consommation pour avoir le plus d'argent dans les poches. Notre objectif à nous a toujours été moins de taxes, moins d'impôts pour offrir le maximum de services, mais aussi d'encourager l'entrepreneurship, d'encourager l'économie de façon à ce que les gens vivent bien. Évidemment, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne vivent pas avec beaucoup d'argent. Il y a plusieurs programmes qui existent, dont l'aide sociale au Québec, il y a la pension du Canada, le supplément du revenu. Tous ces choses-là sont des éléments qui sont déjà existants. C'est tous des éléments qui sont en hausse, inévitablement, par les divers gouvernements. D'ailleurs, on prévoit, nous aussi, augmenter ces éléments-là. Donc, on n'a pas, je dirais qu'officiellement, je ne pourrais pas vous dire si on a une position absolue, mais on tend à faire en sorte que, en tant que gouvernement conservateur, on aide les gens plus à générer ce qu'ils ont besoin dans la vie en travaillant, bien sûr, et en mettant toutes les conditions propices pour que les gens puissent gagner le maximum d'argent dans leur vie. Il y avait François Boudreau aussi qui voulait prendre la parole. Bonjour, François Boudreau de la QDR, l'Association de défense de droits des retraités et retraités du Québec, Montmagny-Lilène, partie du Kamouraska. Je tiens justement à vous dire merci concernant Nouveaux Horizons. On en a bénéficié du programme pour aînés branchés. Donc, on sert justement des tablettes pour brancher nos aînés. Vous venez de répondre pratiquement à la question que je voulais vous poser, entre autres, concernant les revenus de pension des retraités. Vous savez que la pandémie a mis en lumière vraiment l'état pitoyable là, des personnes qui vivent seules, souvent des femmes. On a parlé des femmes tout à l'heure. Des femmes qui sont veuves et qui vivent seules avec des revenus presque ridicules, alors qu'actuellement, tout a augmenté, les taxes et tout.
Et ces gens-là requièrent aussi des services à domicile qu'ils ne sont pas capables d'obtenir parce qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de service. Les frais dans les RPA, même dans les CHSLD, sont rendus, ont augmenté, et ces gens-là ne sont pas capables non plus de se permettre d'avoir accès à ces endroits-là. Je sais que c'est une juridiction provinciale dans bien des cas, là, au niveau du service de maintien à domicile. Je sais que M. Trudeau a fait des transferts ou prévoit d'en faire au gouvernement provincial. Je me demandais du côté fédéral s'il y a possibilité justement d'établir un programme axé vraiment là-dessus sur les services de soins à domicile pour les aînés. Je pense que ça serait quelque chose qui serait très important et surtout qui aiderait vraiment la population là, qui sont ciblés là-dedans. Merci beaucoup pour la question. C'est une excellente question et d'ailleurs, dans notre programme, c'est prévu. Et c'est prévu qu'on puisse aider l'ensemble des personnes, particulièrement des personnes aînées, seules. Et tu vous l'avais dit, là, c'est majoritairement des femmes. J'ai été interpellé à plusieurs reprises sur cette question-là. Et j'ai monté ce point-là, tout comme mes collègues là, à la direction de notre parti, pour faire en sorte qu'on ait des politiques spécifiques par rapport à ça. Bon, vous avez raison qu'il y a des éléments qui touchent le provincial, mais il y a aussi des éléments qui touchent le fédéral. Et quand vous parlez des transferts en santé, dans ce que nous avons promis que nous allions faire, c'est que nous allions augmenter de 3 à 6 l'augmentation des transferts en santé par année. On s'est déjà dit aussi qu'on allait mettre 60 milliards de dollars dans les transferts dans les 10 prochaines années aux provinces, sans condition, tout à fait important. Donc, c'est des éléments qui vont faire en sorte que le Québec pourra ajouter des services directement à la population au niveau de la santé et continuer aussi les négociations avec la province de Québec parce qu'on sait que la province demande 35 %. Bon, on ne se rendra probablement pas jusque-là, mais moi, je suis en affaires, puis quand je veux avoir quelque chose, je demande un peu plus pour en avoir un peu moins. Donc, il y a des chances que c'est ce qui se produise. Donc, il va y avoir inévitablement des augmentations au niveau des transferts en santé, qu'encore une fois, je répète, seront sans condition, contrairement à M. Trudeau et son approche. Mais vous parlez des femmes qui sont seules à la maison. Vous avez raison de dire que souvent, elles ont, dans bien des cas, ou bien pas travaillé ou très peu, donc elles ont peu de revenus. Donc, le revenu minimum garanti est là pour elles. C'est notre intention d'augmenter ces sommes-là. On n'a pas déterminé, contrairement au Bloc québécois qui veut qu'on donne 110 $ par mois à tous les Canadiens qui sont à la retraite. Écoutez, on peut rêver, là, c'est bien gentil, sauf que la réalité, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, les pensions au Canada coûtent 44 milliards, Francis? Il me semble que c'est 44 milliards et que ça va coûter 80 milliards dans 5 ans ou dans 10 ans, d'ici 10 ans. Ça va être un montant faramineux. La raison pour laquelle ça vient toucher différents aspects là, de la vie quotidienne de tout le monde. Moi et toi, nous sommes partie de la génération des baby boomers. Donc, on est en majorité, le vieillissement de la population est particulièrement au Bas-Saint-Laurent. On est l'une des régions les plus vieillissantes au Canada. Donc, ça a un impact, justement, sur le nombre de retraités par rapport au nombre de travailleurs disponibles. On le vit avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, inévitablement, ça aura un impact. Mais comment on est capable de créer un équilibre sur le coût, sur les sommes que le gouvernement fédéral peut verser réellement en prenant compte de ce que ça va coûter dans 15 ans ou dans 20 ans pour les pays aussi, là? Je pense qu'il faut faire ces calculs-là avant d'aller garocher n'importe quel chiffre là, dans les airs. Et par ailleurs, le Bloc québécois n'a jamais chiffré cette promesse-là à 110 $ par mois. Ça veut dire 12, 13, 1400 $ de plus par année par aîné au Canada. C'est des milliards et des milliards de dollars que ça va coûter. Ils ne disent pas comment ils vont payer ça, par exemple. Alors, je le répète tantôt, nous, on est un parti qui ne veut pas augmenter ni nos taxes ni vos impôts. Donc, on essaie de créer des équilibres qui vont faire qu'on est capable d'augmenter les pensions, mais de le faire de façon responsable. Merci. Avant de changer de sujet, il reste 3. Il y a Ginette Desbiens, il y a André, et puis il y a quelqu'un aussi par Zoom. Merci. Ginette, tu avais une question. Bonjour. Ginette Desbiens, je suis présidente de Soupe au Bouton, organisme principalement en sécurité alimentaire. Juste pour vous dire que moi, je suis interpellée par le sujet de cette question-là, parce que dans notre clientèle, on est en majorité avec des personnes seules, soit atteintes de problèmes physiques, de santé mentale ou de faibles revenus. Et je vous dirais que les organismes, on est rendu comme la porte d'entrée des gens qui vivent des problèmes de santé ou problèmes sociaux autres, là. Alors, ce qui demande beaucoup plus de temps à nos agents qui travaillent aux organismes et aux bénévoles, parce que pas longtemps après l'ouverture de l'organisme,
les bénévoles ont dû suivre une formation pour les cas de détresse, savoir comment leur répondre, les référer à d'autres organismes. Alors, on se trouvait dépourvus. On s'en allait chez nous avec une maman qui nous avait dit « Si ce n'était pas de mes enfants, je ne mangerais plus » ou une personne atteinte de cancer qui n'avait pas de quoi s'acheter de la nourriture. Alors, c'était un peu... on s'en allait, puis les gens ne savaient pas quoi faire avec ça. Alors, c'est ça, je trouve maintenant que les organismes, ça nous prend plus de temps, plus de formation. Avec la pandémie, on rencontre moins les gens, mais il n'en reste pas moins qu'au téléphone, les directeurs et les agents d'information passent du temps à répondre à ces gens-là et à les référer. Alors, ça m'interpelle. Puis le 52 semaines pour les congés maladie sévères, c'est vraiment très important. Bien, merci Ginette. Je t'appelle Ginette parce qu'on passe la guignolée ensemble depuis quelques années, là, donc je me permets de t'appeler Ginette, mais merci pour ta question. Ça me permet justement de parler de deux choses. L'Association conservatrice de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup a proposé au Parti conservateur lors des 2 derniers congrès, celui virtuel cette année et celui d'il y a 2 ans à Halifax, une proposition de monter à 52 semaines l'assurance chômage pour les gens atteints de maladies graves. Et ça a passé la rampe et c'est maintenant non seulement une politique, mais c'est une promesse électorale. Donc, on est extrêmement fiers, contrairement aux libéraux qui en promettent seulement 26. Nous, on pense, tout comme le Bloc québécois d'ailleurs, et je l'acquiesce, on a déjà déposé des projets-là dans ce sens-là, on est d'accord avec ça et on a décidé qu'on en ferait une politique. Alors ça vient du milieu. Ça vient d'ici parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé. Il y a des gens qui ont eu le cancer qui m'ont dit « Bernard, ça n'a aucun sens. Comment peux-tu convivre avec 15 semaines de chômage? » Alors, on a changé et on va changer ça et on peut le mettre en action et agir. C'est ça la différence entre nous, particulièrement, et le Bloc québécois. L'autre élément, on va établir un programme pilote, même au même titre que le transport en commun dans les régions rurales. On a dit qu'on allait être un projet pilote de 150 millions au cours des 3 prochaines années, justement pour augmenter les sous pour les organismes communautaires comme les vôtres, de façon à être capable d'offrir des services et de faire la formation auprès des bénévoles. C'est exact, ça rentre exactement, en tout cas, c'est pas une question plantée, là, je ne m'en ai pas parlé avant, je peux vous le garantir, mais ça vient exactement dans notre programme. D'ailleurs, j'ai été surpris, Guy, laisse-moi te le dire, en tout cas, il faut que je te le dise, là, j'ai été surpris que dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, la santé mentale n'y était pas. Et je considère que la santé mentale actuellement, par rapport à ce qu'on vient de vivre dans la dernière année et demie, est un des enjeux les plus importants auxquels on fait face. Et on a un plan, nous, véritablement pour y faire face. Un autre élément très important, vous avez sûrement vu dans les médias, il y a 3 jeunes qui se sont suicidés au printemps passé à Saint-Paul-de-Montmagny ou dans les environs de Saint-Paul. Donc, nous, on veut implanter, le gouvernement libéral a refusé ça, on votait contre ça, l'implanter une ligne 988, tout comme le 911 pour les personnes qui sont en détresse. C'est une ligne spécialisée pour les personnes qui pensent à se suicider. On appelle le 911, ils vont nous envoyer une ambulance. Des fois, le 988, là, ça ferait toute une différence parce que tu parles avec des gens qui sont spécialisés pour traiter des cas de personnes qui sont sur le point de se suicider ou qui y pensent. Sincèrement, c'est le minimum qu'on devrait avoir au Canada. Et ça, c'est une politique d'un de mes collègues, Todd Doherty, qui vient de Vancouver, qui lui-même a un ami qui s'est suicidé et qui aurait beaucoup aimé avoir de quoi. Il a pensé à ça, cette ligne-là, la ligne dédiée, au lieu d'un 911, que ce serait le 988. Donc, c'est des éléments extrêmement importants qu'on pense pour corriger ou en fait pour améliorer la vie des gens, pour sécuriser la vie des gens. Je regarde le temps qui court. Il y a André qui veut... Puis on a un autre sujet. Là-dessus, il existe ici... dans la région, même chance pour le Québec, un 866 appelle spécialisé pour les suicides. Exactement. Mais la réalité, c'est que quand tu es en crise, est-ce que tu vas te souvenir du 1966? 866. C'est pas mal plus simple. On sait tous que le 911, là, quand on fait ça, c'est quoi qui va se passer là. Il y a quelqu'un qui va nous répondre. Mais quand on est en crise psychologique, d'avoir un 988 en tête, de dire je peux faire ce numéro-là au lieu d'un 800, je ne sais pas quoi. Mais en fait, ça va être référé au 1-800, tu comprends? Mais ça va être beaucoup plus simple. Okay. André Pelletier, le Havre des femmes, maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. J'aurais 2 questions, en fait.
Il y en aurait eu plusieurs, mais le temps passe. Alors, est-ce que vous seriez prêt à appuyer un amendement au Code criminel pour permettre aux juges d'ordonner une évaluation des conjoints avant de les remettre en liberté? Oui. Parce que présentement, les conjoints ont le choix. Oui. Donc, ce serait un outil supplémentaire au bracelet. D'accord. Pour une autre question, pas seulement en violence conjugale, mais pour toutes les femmes au Canada, on aimerait savoir ce que M. Bernard Généreux a comme position face à l'avortement. Bien, je suis pro-choix, tout comme mon chef d'ailleurs. Alors, ça règle le problème, là. C'est plus un enjeu pour le Canada. Évidemment, au sein du Parti conservateur, il faut être très clair. Il y a des gens qui sont pro-vie et je respecte ça. Je respecte leur opinion politique. Je respecte leur position sociale. Mais notre chef, Erin O'Toole, est pro-choix et a dit que ce n'était plus un enjeu, c'était terminé, la porte est fermée, alors on passe à un autre appel. C'est aussi simple que ça. Je pense que point final, ça veut dire point final. Logement accessible. On sait qu'il y a Montréal, mais dans la région, on est pris aussi avec ce problème-là. On manque de main-d'œuvre. Quand on trouve de la main-d'œuvre qui est de l'extérieur, ils ne peuvent pas venir travailler parce qu'il n'y a pas de logement. Il y a plusieurs formules qui peuvent exister. Qu'est-ce que Bernard Généreux, le député, avec le Parti conservateur, peuvent faire pour améliorer la situation du côté fédéral? Le plan est de construire 1 million d'habitations dans les 3 prochaines années, particulièrement dans le locatif. Et il y a aussi un autre élément qui est très important et on a rencontré cette problématique-là pour les écoles francophones en situation minoritaire, par exemple à Vancouver, où la commission scolaire voulait faire l'acquisition d'un terrain qui appartenait au gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement aurait pu leur donner le terrain pour construire une école francophone dans une situation minoritaire, puis le gouvernement fédéral a refusé. On prévoit, on promet qu'on va prendre 15 % des 38 000 soit terrains ou bâtiments qui appartiennent au fédéral, donc 15 % ça veut dire 4 500 édifices qu'on va remettre à la communauté, soit des organismes à but non lucratif ou à des entreprises qui vont construire des espaces locatifs dans des bureaux. Encore une fois, on sait avec la pandémie, on est capable de travailler à distance, on est capable de travailler différemment. Donc, on va léguer ou on va les céder des bâtiments jusqu'à hauteur de 15 % de l'ensemble du cheptel ou en fait du parc immobilier du gouvernement canadien pour être capable de loger des individus ou loger des personnes. Donc, c'est une valeur qui appartient directement au gouvernement canadien qu'on est capable de remettre sur le marché ou de passer justement à des organismes à but non lucratif pour créer des logements. Évidemment, dans nos régions, c'est beaucoup plus, je dirais, moi, à partir du moment où des programmes sont disponibles, moi, mon travail à moi, c'est de faire en sorte d'aller maximiser l'utilisation de ces programmes-là dans le comté. Donc, de faire en sorte d'en faire la promotion, d'aller vers des entrepreneurs pour essayer de lever des projets. Mais encore une fois, je vais vous dire, dans la région, on a même un problème en termes d'espace pour être capable de construire même des maisons. Il y a certains villages qui ne sont plus capables, ils sont comme cloisonnés dans le territoire agricole, ce qui est tout à fait correct aussi, mais il faut construire différemment, je pense. Et du logement locatif, on en a besoin, puis il faut absolument qu'on en crée le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on va mettre en place une politique pour en construire 1 million sur les 3 prochaines années. Merci. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions sur d'autres sujets? Oui, Rachel Germain, Fédération pour personnes handicapées du KRTB. Dans votre projet de logement à la grandeur... Là, oui, je vois ta question venir, puis oui, la réponse est oui. Donc, ils vont en avoir pour les handicapés. C'est ça, dans chaque construction, idéalement, bon, pour des personnes en fauteuil roulant. Absolument, tu as tout à fait raison. Puis avec les équipements appropriés pour être capable d'avoir accès à ces logements-là, tout à fait. Parfait. Je suis 100% d'accord avec toi. Merci. C'est un manque, tu as tout à fait raison. C'est un commentaire, donc je vais laisser la parole à Madame Mélissa. Donc, Mélissa Boilard, directrice générale Trait d'Union ici à Montmagny, qui est un groupe justement en santé mentale. Donc, c'est plus un commentaire en fait qu'un questionnement. Ça s'adresse plutôt à tous les candidats. En fait, c'était pour revenir un peu sur les subventions en santé mentale là, qui avaient été distribuées au cours là, de la pandémie de la dernière année.
On dit que la santé mentale, c'est important, qu'on veut aider, tout ça. Par contre, c'est très difficile quand vient le temps de toucher ces subventions-là. C'est souvent pour des projets typiques. Il faut engager quelqu'un. Il ne faut pas nécessairement que ça rentre dans notre mission globale. Donc, ça a été quand même difficile et plusieurs organismes n'ont pas bénéficié de cet argent-là. Donc, ça a resté au niveau politique. On a fait des annonces, mais finalement, c'est très difficile sur le terrain d'avoir plus de main-d'œuvre, d'avoir accès à plus d'argent pour faire plus de promotion, de sensibilisation. Fait qu'il faudrait peut-être juste un peu plus sensible et alerte à ça pour qu'on puisse continuer en fait de remplir notre mission. Puis on veut toujours en faire plus, nous autres aussi de notre côté, mais on a la difficulté des fois à avoir les outils pour le faire. Je suis totalement d'accord. Si tu me permets de répondre, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, une des difficultés que les organisations rencontrent, là, que ce soit pour les programmes de Nouveaux Horizons ou tout autre programme, la lourdeur administrative à Ottawa est devenue un obstacle au développement littéralement de nos régions. On n'est pas des spécialistes de demandeurs de soumission, là, pas de soumission, mais de subvention. On veut, nous, assurer, ce qu'on appelle le red tape en anglais ou la paperasserie en français, là, on veut véritablement s'assurer de diminuer ça. Je vais vous donner un autre exemple qu'on n'a pas du tout touché aujourd'hui, mais c'est l'immigration. Saviez-vous qu'au Québec, actuellement, il y a des gens qui sont autorisés de venir travailler au Québec pour avoir le certificat du fédéral, ça prend jusqu'à 27 mois. C'est complètement débile, là. Ça n'a plus aucun sens. Évidemment, la pandémie, le travail à distance, les fonctionnaires, ça a été compliqué, là. Mais ce n'est pas une excuse, c'était déjà le cas avant qu'on tombe en pandémie. Ça s'est juste accéléré en pandémie. Il faut absolument, absolument diminuer, couper en 3 et en 4 les délais pour que nos entreprises, d'ailleurs, c'est un autre élément que nous, on va mettre de l'avant, c'est de monter à 20 au lieu du 10 que nous avions implanté il y a 15 ans passés, là. On a changé, là, la vie a changé. Il faut qu'on change aussi les politiques et s'adapter plus rapidement à mettre 20 de travailleurs étrangers dans nos entreprises. Toutes les entreprises le demandent actuellement. Donc, d'être capable de recevoir ces gens-là puis de leur fournir des logements aussi, comme ça fait référence à ce que je disais tantôt. Mais l'appareil gouvernemental est d'une lourdeur épouvantable et ça nuit à nos régions, je peux vous le garantir. On a bien l'intention de faire en sorte, non pas de couper dans le fonctionnalisme, mais d'assurer une augmentation de la qualité des services qu'on offre à la population, particulièrement en région. Merci. J'ai encore une question. Rapidement, une dernière. Oui, bonjour Annick. Merci du Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska. Moi, je veux revenir parce que je veux mieux comprendre. Je reviens sur le sujet de l'avortement. On parle d'un pro-choix, de pro-vie, mais on ne parle pas de l'accessibilité des services, on ne parle pas du temps d'attente, on ne parle pas de toutes les lois qui sont restrictives, les distances à parcourir pour les personnes qui veulent On en est où là-dedans? On est dans la même question depuis les 20 dernières années. On avance comment et on voit ça de quelle façon, M. Généreux? On a beau être pro-vie ou pro-choix, concrètement sur le terrain, ce n'est pas comme ça se passe. Bien, nous sommes d'accord avec l'accessibilité. Je vous répète que la santé, ça appartient au Québec et non pas à Ottawa. On va transférer des sommes d'argent à Québec. Ils vont, eux, décider quel genre de service ils veulent s'assurer d'offrir à la population. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a un recentrage qui est en train de se produire au Parti conservateur du Canada avec un chef qui, visiblement et officiellement pro-choix. Donc, ça vient changer la donne par rapport à ce qui a été fait dans le passé ou dit dans le passé ou la perception que nous avons eue du Parti conservateur dans le passé. Je vous invite encore une fois à regarder, à partir du moment où on sait qu'on a un chef qui est pro-choix, de faire des demandes dans cette optique-là seront beaucoup plus recevables et beaucoup mieux reçues chez le Parti conservateur à l'avenir. Donc, assurez-vous de regarder les débats. Vous allez voir quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez eu la perception ou l'intention ou en fait de ce que vous avez vu dans le passé par rapport au Parti conservateur. On a quelqu'un qui est beaucoup plus progressiste. C'est d'une évidence même. D'ailleurs, c'est pour moi qui le dis. C'est les commentateurs politiques qui le disent actuellement. Donc, je vous le dis, on est d'une ouverture très, très grande par rapport à ça. Et si on peut aider pour résoudre et résolver c'est pas un mot en français, de résoudre cette problématique-là une fois pour toutes, bien, tant mieux, on va le faire. Merci. Bernard Généreux, avant de laisser le mot de la fin, je veux te remercier d'être venu nous rencontrer, de rencontrer les organismes communautaires. C'est fort apprécié. Souvent, on voit les débats, on parle beaucoup de développement économique,
Il y a d'autres sujets qui est plus humain, le développement social, qui nous touchent, nous, du milieu communautaire. C'est appréciable d'être venu nous rencontrer. On apprécie beaucoup. Là-dessus, je te laisse 2 minutes pour conclure. Bon. Ben, écoute, merci beaucoup, Guy, pour l'invitation. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Évidemment, moi, je le dis, ça fait 6 ans que je suis député, je n'ai pas la science infuse. Mais une chose que j'ai, par exemple, c'est l'écoute. Je suis capable d'écouter les gens, je suis capable d'aller les rencontrer, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi, un député, ça ne travaille pas seul, ça travaille avec une équipe. J'ai 5 femmes qui travaillent avec moi, puis Francis qui travaille avec moi à Ottawa. Je peux vous garantir une chose, que ces femmes-là, elles ont les préoccupations que beaucoup d'entre vous tous ici avaient. Et on a une expérience qu'on a acquise depuis les 6 derniers extrêmement importante. On a toujours été, on répond, écoutez, pendant la pandémie, on a travaillé là, des fois jusqu'à 12-15 heures par jour facilement pour répondre à tous les courriels, toutes les communications qu'on avait. Nous avons été au rendez-vous pour s'assurer de la qualité de vie des gens de notre région et on a bien l'intention de continuer à faire le travail qu'on a fait dans les 6 dernières années. Et j'espère avoir votre confiance. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et sachez que si vous aviez un problème, quel qu'il soit, que ce soit les gens ici dans la salle ou n'importe où à la maison qui nous écoutent par le biais des réseaux sociaux, vous n'avez qu'à nous appeler. Ça va nous faire extrêmement plaisir. On va aller vous voir et on va essayer de trouver une solution à vos problèmes. Merci beaucoup. Bernard Généreux, merci.